Bonsoir, ma auditeurs, merci pour la fidélité. Vous êtes sur Africa Midi dans l'émission Savoir et comprendre. Nous sommes samedi 25 mai 2019. Au micro, Ibrahim Ahmed Ba. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Je rappelle Africa Midi, c'est dans 149 pays sur les 5 continents. Merci à toutes et à tous pour la fidélité et la confiance. Nous sommes également écoutés à travers le téléphone, à travers le site internet africamidi.com/live par le biais de l'application et vous nous suivez aussi à travers un lien internet. Vous étiez en train d'écouter tout à l'heure une diffusion de l'émission qu'on avait eue avec l'ancien Premier ministre guinéen, Lansana Kouyaté. Et mes auditeurs, alors ce soir on a deux parties. La première, c'est avec le doyen Doudou Diène, avec qui nous allons parler du cas de la Libye. Et dans la seconde partie, nous irons du côté de l'Angola, où on va voir un représentant du mouvement Amoulanfé, du côté du mouvement FNDC, du côté de l'Angola. Ce sera dans la seconde partie. Je rappelle également, nous sommes en live sur le Facebook. Donc, si vous avez des questions, envoyez-les à travers la radio ou sinon par le biais de simplement du live Facebook. Voilà, mes auditeurs, allons-y avec notre premier invité, le doyen Doudou Diène. Si vous nous recevez bien au niveau de la radio, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Africa Midi. Vous m'entendez bien, doyen Doudou Diène? Je vous entends très bien. Bien, bienvenue sur Africa Midi, c'est un plaisir de vous avoir. Mais moi aussi, je suis heureux d'être avec vous. Bien, alors je rappelle, le doyen Doudou Diène, il est le président de la commission indépendante d'enquête de l'ONU sur le Burundi. Il a été rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance. Il a également été nommé par l'ancien président français François Hollande comme membre du conseil d'administration du GIP, de la Fondation nationale pour la mémoire de l'esclavage. Il a été également ancien directeur de la division du dialogue interculturel les religieux de l'UNESCO, ancien vice-président du comité du prix Niwano pour la paix sur le côté du Japon. Il a été un ancien président du conseil de l'Alliance internationale des sites de conscience aux États-Unis. Voilà, c'est un expert indépendant de l'ONU, donc sur la situation des droits de l'homme. Il avait été du côté de la Côte d'Ivoire entre 2011 et 2014. Il a été également membre du conseil de la commission indépendante d'enquête sur Gaza au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Voilà, le parcours il est très riche. J'ai cité une partie simplement. Alors, doyen, nous avons des questions à votre endroit concernant la Libye. La Libye, récemment, dans les mois passés, on a constaté beaucoup d'Africains qui ont été transformés en esclavage à travers les médias américains qui ont déjà sorti les premières images. La question que je voudrais poser, vous qui connaissez bien ces questions-là, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela aujourd'hui? En pleine Afrique. Oui, allez-y. Oui, voilà, on est en pleine Afrique et en 2019. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, doyen? Ben, je pense qu'il y a des explications rationnelles qu'il faut absolument exposer clairement pour saisir l'ampleur et la gravité de ce qui se passe en Libye. Mais je dirais d'abord pour commencer que la manière dont les Africains sud-sahariens sont traités en Libye et dans plusieurs pays d'Afrique du Nord illustre les défis majeurs que l'Afrique doit faire face dans sa place au monde et les questions de dignité du continent et de ses leaders. Donc l'explication pour la Libye actuellement, j'en ai trois au départ. La première, il faut toujours le faire, c'est l'explication sur la profondeur historique de ce qui se passe. Il faut savoir que le rapport de l'homme noir au monde arabe a été historiquement un rapport extrêmement difficile, dans la mesure où le monde arabe a toujours eu globalement un problème avec des minorités, et notamment avec la minorité noire. Et donc ça vient de loin. Et deuxième explication, qui est liée à la première, c'est que dans la construction identitaire de l'homme arabe ou de l'être humain arabe, le noir ne figure pas dans cette construction historique identitaire
elle était posée au plus bas de l'échelle de cette construction identitaire. L'explication pour ça, de cette situation, c'est la troisième dimension d'explication globale, c'est que ce qui a rendu les rapports entre le monde arabe et l'Afrique noire, c'est la question de l'esclavage. C'est-à-dire que le monde arabo-musulman a pratiqué l'esclavage bien avant l'esclavage occidental. Et donc, comme tous les esclavages du monde, et je rappelle que l'esclavage est universel, il n'a pas touché que les Noirs, ça a touché aussi les Blancs, etc. Mais pour l'esclavage noir, la pratique matérielle de l'esclavage, c'est-à-dire la capture, l'asservissement et la violence qui l'accompagne, c'est appuyé et légitimé sur une construction idéologique qui était l'infériorité de l'esclave. Donc, la notion même que ce qu'on mettait en esclave était inférieur fait partie de l'esclave, de la construction identitaire donc du monde arabo-africain, comme il l'a été plus tard pour le monde occidental, l'esclavage vers les Amériques. Et donc, et enfin, la quatrième explication, c'est à la fois ce que j'appelle le déni des gouvernements des pays arabes et notamment de la Libye, déni, ils le nient, ils ne le regardent pas, et l'indifférence des dirigeants africains. C'est-à-dire que voilà, c'est ça donc qui explique tous ces facteurs de la situation actuelle. D'accord. Alors, beaucoup de questions suite à ce que vous venez de dire. J'ai commencé par la dernière. Mais qu'est-ce qui expliquerait l'indifférence des dirigeants africains que leurs citoyens soient traités de la sorte? Et par ailleurs, comme je le rappelle encore, nous sommes en Afrique, ce n'est pas dans un autre continent. Qu'est-ce qui expliquerait cette indifférence? Il y a une explication d'abord globale qui touche à la question importante et lourde de la manière dont les dirigeants africains réagissent à l'immigration et notamment à la violence dont les immigrés d'origine africaine font l'objet dans le monde non seulement du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, mais en Occident. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a dans la durée, le traitement des immigrants africains est un traitement discriminatoire et violent. À la fois violent physiquement, violent légalement et violent dans le discours et le propos et le discours intellectuel. Et le deuxième point de fond, c'est que les dirigeants africains, face à cette violence, littéralement n'ont pas réagi pour protéger, et c'est un droit qui fait partie des droits de l'homme, protéger ses citoyens, réagi. Et donc le fait que leur indifférence et leur non-réaction a nourri donc le discours qui se développe en Occident et ailleurs, qu'on traite, et ça vient de loin, c'est lié à ce que j'avais dit tout à l'heure, qu'on traite donc les immigrés comme des gens qui viennent littéralement des envahisseurs et des gens qui viennent prendre la place de nos citoyens, etc. Et donc, on les traite avec la même violence qui est fondée sur l'image que ces pays-là se faisaient du noir et qui s'inscrit dans la grande profondeur historique. Et donc, l'explication, c'est cela. Le déni, l'indifférence littéralement des dirigeants des pays d'Afrique, notamment de la Libye, qui ne prennent pas de mesures, ils savent. Et l'indifférence aussi, le silence plus grave des dirigeants africains. En ce qui concerne les pays d'Afrique du Nord, et pour parler d'Afrique du Nord, ça va même plus loin, parce qu'en Algérie, on a vu un ancien Premier ministre accuser publiquement dans un discours les immigrants noirs comme étant porteurs de maladies contagieuses. C'est-à-dire le même discours que l'extrême droite raciste tient en Occident. Mais pour la Libye, il faut introduire un élément de nature politique. C'est-à-dire que le rapport entre l'Afrique, les dirigeants africains et les dirigeants libyens ont été profondément marqués par le rapport, par la présidence de Kadhafi, c'est-à-dire la politique de Kadhafi à l'égard de l'Afrique noire. Elle a été à la fois une politique un panafricaniste, il faut le dire, il avait une vision qu'on peut débattre, mais il en avait une,
mais en même temps qui était basé sur une pratique à la fois de la violence et de la corruption de dirigeants africains. Et donc, c'est inscrit dans ce contexte-là, qui a duré quand même des années, entre l'Afrique noire et la Libye et son dirigeant Mohamed Kadhafi, un rapport littéralement d'obédience, de dépendance et de silence. Et donc, ça, Kadhafi l'a utilisé d'une manière ouverte, parce que je me rappelle que quelque temps avant la crise libyenne qu'il a fait partir, il avait fait un discours au Parlement italien en disant: si vous ne me donnez pas les moyens que je vous demande, je lâche ces Africains qui vont venir vous envahir. Ouais. Donc, derrière son panafricanisme, il y avait aussi en profondeur cette image qu'il a héritée de sa tradition arabe, d'abord, il faut le dire, et aussi donc du contexte politique international. D'accord. Alors, ce que vous êtes en train d'aborder là, doyen, au-delà même de la Libye, récemment, nous avons eu des images aussi très difficiles, des violences à l'endroit des Africains, au Koweït, dans le Moyen-Orient. Il y en a eu beaucoup aussi. Est-ce que cette question d'idéologie de l'homme noir qui serait inférieur, qui est aujourd'hui répandue dans les sociétés, et particulièrement dans les sociétés arabes, puisqu'on parle de ces sociétés-là, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, honnêtement, en matière de pédagogie, je ne sais pas moi, quelles sont les méthodes, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cela change aujourd'hui? Est-ce que cela est possible? Vous avez utilisé l'expression en disant des images difficiles. Elles ne sont pas difficiles, elles sont révoltantes et graves, extrêmement graves. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il y a plusieurs réactions possibles. La première, c'est la réaction de la dignité, c'est-à-dire qu'il faut que les Africains et leurs dirigeants disent que ce qui est en train de se passer est absolument inacceptable, nous ne l'acceptons pas. Donc, une réaction éthique au départ, qui est au-delà du politique, une réaction de dignité. Et il faut que les chefs d'État africains savent qu'eux, ils sont aussi noirs et qu'ils sont aussi sujets à ce même mépris qui existe dans certains pays, dans tous les pays, pas dans tous les pays arabes, pas dans toute la population arabe, mais qui existe, ils le savent. Donc la première réaction, elle est celle-là, au niveau de l'éthique, de la morale et de la dignité. La deuxième réaction, c'est publiquement de dénoncer ce qui était en train de se passer. Donc de le dire d'abord au niveau de leur propre population, s'adressant à leurs descendants, leurs immigrés, de leur dire: nous sommes solidaires de vous, nous allons vous protéger, vous êtes nos citoyens, donc nous partageons votre souffrance. Mais de le dire aussi donc au monde, dans les pays où ces discriminations et ces violences se passent, et de dire aux dirigeants de ces pays: voilà ce que nous voyons que vous êtes en train de faire, sachez que, un, nous ne l'acceptons pas, et deux, nous vous demandons de prendre des mesures contre ceux qui le pratiquent. Et trois, cette pratique va impacter sur nos relations entre États. Et enfin, porter l'affaire au niveau de l'Union africaine, qui regroupe les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique noire, et demander à l'Union africaine de prendre une position continentale sur cette question. Ce que l'Union africaine, en tant qu'organisation, n'a pas encore fait. Ils ont fait des réunions ici ou là. Et donc, et le porter enfin, de manière ouverte, au niveau international, au niveau de l'ONU et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, parce que c'est aussi une question de droits de l'homme. Oui. Et donc, voilà donc la gamme de réactions qu'il faut prendre. Et enfin, il y en a une autre réaction, une autre dimension qui est oubliée. Moi, j'ai fait plusieurs émissions et des débats là-dessus. Et je dois dire que ce qui m'a le plus blessé en profondeur, c'est le silence des intellectuels et de la société civile du monde arabe et la société libyenne. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont cette responsabilité d'éclairer leur société, d'expliquer les phénomènes qui se passent chez eux, et de le dénoncer sur le plan moral, mais aussi de le déconstruire pour l'expliquer. Or, globalement, il y a un silence général des intellectuels du monde arabe et au niveau aussi des médias qui rapportent ces faits sans les dénoncer.
Est-ce une banalisation? C'est une Est-ce que c'est une banalisation de Non, cette... non, c'est plus grave que la banalisation. La banalisation, c'est que, bon, on dit, voilà, ça se passe, etc. Non, c'est un déni. C'est-à-dire que ils savent, quand vous discutez avec des amis, nous en avons, des frères du monde arabe, et des frères honnêtes, il y en a beaucoup, beaucoup, comme chez nous, il y a des honnêtes et des malhonnêtes. Et quand vous discutez avec eux, ils vous disent oui. Nous reconnaissons que que l'image du noir dans nos sociétés, elle est extrêmement négative, que le préjugé racial vient de la profondeur de l'histoire de nos relations avec l'Afrique noire, et que l'image que nous avons construite du noir pendant l'esclavage et après marque profondément notre société. Et eux, ils savent, parce qu'ils savent en écoutant leur population, en écoutant leurs parents, leurs familles, leurs amis, dans leur société, ils entendent le noir. Et les immigrés, quand ils rendent compte des préjugés et des violences dont ils font l'objet, ils vous disent que ça part déjà, même au niveau des enfants dans la rue, quand ils marchent dans la rue. Les enfants leur lancent le nom d'esclave, c'est en arabe. Mais ces enfants-là, cette appellation-là du noir comme esclave méprisant, ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont tiré de leur famille, de la culture et de la vision de leur famille. Et donc, voilà où se situe, ce n'est pas une question de banalisation. Ça interpelle à la fois la construction identitaire de ces pays-là, ça interpelle aussi en plus grande profondeur leur éthique nationale, c'est-à-dire que leur société, comment leurs sociétés peuvent accepter ce fait, ça interpelle leurs relations avec l'Afrique noire, et relations qui sont absolument fondamentales, et ça les interpelle aussi sur un plan beaucoup plus profond. C'est que si vous remontez il y a une vingtaine, trentaine d'années pendant le combat colonial, mais le rapport entre le monde arabe, en tout cas les dirigeants, les militants anticolonialistes africains et arabes étaient extrêmement profonds et solides. Et beaucoup de militants africains noirs anticolonialistes, c'est en Algérie, c'est au Maroc, c'est en Égypte qu'ils avaient pris refuge, qu'ils ont été assistés et aidés. Et donc le combat colonial a resserré les liens entre les intellectuels et les militants du monde arabe et du monde noir. Et c'est une belle histoire, c'est une page extraordinaire. Mais les pays arabes actuels ont oublié cette mémoire-là, l'ont mise de côté. Et donc, c'est une question lourde que les pays arabes, les dirigeants, doivent comprendre que chaque Africain noir qui regarde la télévision chaque soir ou écoute les nouvelles, entend ou voit comment l'homme noir est traité dans ces pays, esclavage ou la violence dont ils font l'objet, etc., qu'ils sachent que cette image-là a un impact extrêmement profond dans la vision que les populations d'Afrique du Sud et Sahara ont du monde arabe. Or, cette vision-là, il faut la complexifier, comme je l'ai dit. Il y a eu une période, la période anticolonialiste, où les rapports ont été extrêmement profonds, solidaires. Mais il y a la vision historique de l'esclave noir, de l'homme noir, qui a imprégné la conscience collective. Et ça, ce sont les intellectuels qui doivent le déconstruire, le dénoncer, et leurs dirigeants faire de la pédagogie au niveau de la population, parce que chaque population, dans sa construction identitaire, a tout cela. Absolument. Vous savez ce que vous êtes en train de dire là, doyen, en traitant ces émissions, j'ai échangé avec des gens, des Africains, je vous assure, certains, c'était des musulmans, qui ont simplement quitté l'islam. Ils ont dit, parce que attribué en l'islam, bien entendu, aux Arabes, par rapport au comportement, au racisme dont ils ont vécu, c'est que le traumatisme, la violence des racismes qu'ils ont vécu, à travers cela, les gens ont totalement détesté l'islam. Ils ont quitté même. Oui, c'est un indicateur de la gravité de la perception de ces discriminations et des réactions dans le monde africain. Mais là, c'est l'occasion de préciser que l'image du noir dans le monde arabe est pré-islamique. Elle a daté d'avant l'islam. Elle a été confortée pendant les 8 siècles qui ont commencé dès le 9e siècle d'esclavage transsaharien. Mais l'islam en tant que religion, qui est née dans une société où existaient déjà ces préjugés-là, pas seulement à l'égard du Nord, mais d'autres communautés, les Juifs, etc., l'islam lui-même a posé des principes et des valeurs d'égalité
et de non-discrimination. Et donc, il ne faut pas... l'erreur qu'on fait beaucoup quand on parle de l'islam, c'est de réduire l'islam au monde arabe. L'islam est né certes en Arabie. L'islam, sa langue, son verbe, celui du prophète, est la langue arabe. Mais l'islam est une religion universelle et les plus grands nombres de musulmans ne sont pas dans le monde arabe. Ben oui. Ils sont en Asie, en Indonésie, en Malaisie, en Inde et les musulmans d'Afrique du Nord. Donc, c'est une erreur de trouver les raisons profondes qui ne sont pas liées à l'islam. Mais l'islam doit servir de source aux dirigeants du monde arabe ou qui constatent l'existence, et ils le savent très bien, de ces discriminations très graves et violentes, en éduquant leur population, en leur rappelant leur éthique religieuse, en leur disant, vous êtes musulmans, ces gens-là sont musulmans ou chrétiens, mais l'islam vous enseigne le respect de l'humanité, l'amour de l'autre et l'égalité entre tous les êtres, quelle que soit leur couleur, leur sexe, etc. Et donc l'islam doit servir de pédagogie pour éradiquer quelque chose d'extrêmement profond. Mais le fait que des Africains noirs disent si c'est le monde, mais c'est des musulmans qui le font, je quitte l'islam, doit alerter ces dirigeants-là sur la gravité de la question. Mais ça doit alerter aussi, je dois le préciser, les dirigeants religieux du monde musulman. C'est-à-dire qu'il faut à la fois au niveau de la conférence islamique, au niveau des imams, au niveau des lettrés du monde islamique, de ceux qui pratiquent l'islam en le pensant, en s'appuyant sur ces préceptes, de prendre la parole dans les sociétés du monde arabe en disant attention, ce que vous faites est contraire aux principes de l'islam. Mais c'est parce qu'ils ne le font pas précisément qu'il y a des Africains noirs qui disent oui, mais justement, donc nous quittons l'islam. Mais justement, doyen, parce que j'ai l'impression que cette problématique n'a jamais été posée dans le débat, que ce soit dans la sphère musulmane, que ce soit au niveau de l'Union africaine, au niveau, je ne sais pas moi, des institutions internationales, elle n'a pas été posée. Je voudrais vous poser la question, honnêtement, parmi nos dirigeants africains, est-ce qu'il y a aujourd'hui, parlant de leadership, vous les connaissez bien, il y a des leaderships, un certain nombre de dirigeants qui pourraient oser, je vais dire, poser cette problématique. J'ai l'impression que personne ne veut faire le premier pas. Écoutez, pour la dernière question, je ne nommerai pas de nom. Mais mon analyse, vous l'avez entendu, cette pratique-là de discrimination, de violence et de mépris dure depuis longtemps. Et la durée de cette pratique indique simplement est nourrie par le silence et l'indifférence des dirigeants africains. Alors, sûrement des dirigeants africains ont été indignés individuellement dans leur conscience. Mais la question n'est pas seulement là, la question est leur réaction. Leur réaction d'abord juridique pour défendre leurs citoyens et leur réaction en tant que dirigeants africains au niveau de l'Union africaine et d'autres. C'est là que je vous dirais qu'attention, je rectifie. Ne dites pas que cette question n'a pas été posée, elle a été posée au niveau du Conseil des droits de l'homme et de l'ancienne Commission des droits de l'homme. Moi, j'ai été rapporteur spécial sur le racisme dans le monde et donc je l'ai clairement déconstruit, montré et dénoncé et d'autres l'ont fait, etc. Donc, il y a des études, des rapports, des recommandations, etc. Et il y a des organes de traité, des traités gérés par le Conseil des droits de l'homme, où littéralement, chaque année, quand les pays font des rapports sur leur situation des droits de l'homme, la question du racisme dans ces pays-là, elle est soulevée et documentée. Et donc, non, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais il n'y a pas encore une réaction collective et puissante et de principe au niveau des dirigeants africains. Moi, je pense que c'est à leur niveau que l'initiative doit être prise parce que les dirigeants du Moyen-Orient et d'autres n'ont pas réagi, sauf au Maroc, où il y a eu des déclarations extrêmement précises et claires et des mesures prises pour régulariser les immigrants noirs. Parce que la famille royale marocaine aussi a un lien profond, ethnique, avec le monde africain. Mais les dirigeants marocains savent que leur société est marquée par tous les phénomènes dont j'ai parlé tout à l'heure en profondeur. Et donc, je pense qu'ils sont en train de faire la pédagogie en profondeur, mais dans le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord,
la situation s'aggrave. Mais j'ajouterai un élément d'espoir. C'est que si les rapports entre l'homme noir et l'arabe sont en train d'atteindre un niveau extrêmement important et complexe de transformation. C'est au niveau de leur diaspora. Quand vous regardez ce qui se passe dans les diasporas, en Occident, en France et ailleurs, où le système de domination a amené les Noirs, les Africains noirs et les Arabes comme force de travail, d'exploitation. D'abord, on les a amenés pendant la guerre, comme chair à canon. Oui. Ils se sont battus. Les cimetières des 2 guerres mondiales, il y a des millions de tombes qui sont des tombes de soldats, non seulement ce qu'on appelait les trèves sénégalais qui étaient tous africains, mais de soldats arabes du monde et du Moyen-Orient. Oui. Et donc, on a eu besoin d'eux et on les a appelés et ils ont été se combattre pour ces pays et pour des valeurs de liberté. Mais ce qui est extrêmement important aussi, c'est que quand, après la colonisation, ces pays occidentaux ont voulu se développer, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Oui. Ils ont, comme à l'époque des 2 guerres où ils ont forcé nos populations arabes et africaines, ils ont amené donc des populations, ils les ont amenées comme force de travail, simplement, avec toujours le mépris qui était là dans la culture des pays d'accueil et le racisme qui existait. Mais ce qui s'est passé, c'est un phénomène extrêmement intéressant que moi j'ai déconstruit dans plusieurs de mes rapports et dans beaucoup de textes aussi, c'est que le système a fait venir les Arabes et les Africains comme force de travail pour les usines, pour Renault, etc., les industries. Et le système basé sur la vision raciale du monde, de l'humanité, avait aussi comme pratique de les utiliser dans les usines qui se trouvaient dans les villes et les périphéries des villes, mais de les chasser des villes dès qu'ils sont sortis de leur lieu de travail. Et c'est là que donc on a construit les grandes banlieues et pour les reléguer à loin, très loin du centre, qui était considéré comme le lieu de civilisation et le lieu de villégiature et de bien-être des classes dominantes blanches, etc. Et donc, cette pratique a abouti à mettre ensemble, c'est ça le phénomène intéressant, dans les grandes banlieues, Africains, travailleurs, comme Arabes, Nord-Africains, travailleurs. Et là, il s'est passé 3 choses extrêmement intéressantes. D'abord, ces 2 communautés mises ensemble brutalement dans ces tours, parce qu'on les a fourguées là, etc., étaient chacun porteurs de lunettes culturelles. Les Arabes qui étaient là étaient porteurs aussi de leurs préjugés, de leur vision de l'homme noir. Et l'homme noir avait aussi de l'arabe la vision de l'esclavagiste. Donc le premier contact dans ces lieux communs de vie a été la tension et le conflit, etc. Parce que chaque groupe était porteur de lunettes culturelles et de préjugés. Ensuite, s'est passé un deuxième phénomène extrêmement intéressant. Le système dominant, a fait que il y a eu des pratiques comme les contrôles de faciès, comme la violence de la police, comme le mépris culturel et les discriminations pour l'emploi, pour le logement, qui ont fait que il s'est passé donc dans un deuxième temps ce phénomène extrêmement intéressant, c'est que la jeunesse, pas leurs parents, mais la jeunesse de ces 2 communautés dans les grandes banlieues, on les a reléguées, ont pris conscience de leur identité commune et du fait qu'ils faisaient face au même problème de mépris, aux mêmes discriminations. Ils étaient contrôlés par la police de la même manière, discriminés pour le logement, l'emploi, etc. Et là, ce sont ces jeunes-là qui ont construit maintenant, par cette prise de conscience, une solidarité extrêmement profonde qui dépasse la dimension raciale. Et c'est ce qui fait que il y a dans toutes ces banlieues-là maintenant une très profonde solidarité entre les immigrés d'origine africaine noire et les jeunes arabes. Et ça, c'est l'espoir très profond. Et ils l'ont exprimé à la fois par la musique, en utilisant la pratique de la musique pour dénoncer leur vécu. Ils l'ont exprimé aussi par l'analyse de leurs conditions sociales et politiques. Ils l'ont analysé intellectuellement. Et troisièmement, ils l'ont dénoncé publiquement. Et enfin, ils sont révoltés comme les révoltes donc de 2005. Et donc, ce qui est l'espoir qui est en train de naître, c'est que dans les diasporas africaines et arabes
du monde occidental, les conditions d'exploitation et de discrimination ont créé une nouvelle phase des relations entre les Arabes et les Africains. Une certaine solidarité. La solidarité et le combat commun comme combat à l'époque coloniale. Mais ce combat-là, ils ne le font pas. Moi, j'ai écrit des textes dessus, l'analyser, non pas en s'enfermant dans des ghettos. Comme on dit communautariste, le mot communautariste est un mot idéologique. Non, ils ne sont pas communautaristes. Ils veulent être considérés comme des citoyens égaux et avoir accès dans les villes comme Paris au même lieu que les autres. Et donc, ils ne demandent pas à être relégués à vivre entre eux. Ils veulent vivre avec les autres. C'est eux, c'est les autres qui le rejettent. C'est les autres qui le rejettent. Donc, il n'y a pas de communautarisme. Le communautarisme, c'est les autres qui le pratiquent. En les enfermant dedans et en ne les laissant pas, en ne leur donnant pas les moyens et l'ouverture pour se mêler à l'ensemble de la population. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes dans une dynamique de mutation où ce qui est en train, et ces changements-là ici au sein du monde occidental auront des impacts dans les pays, ont des impacts déjà parce que les pays arabes et noirs rentrent chez eux en vacances, ont des familles, etc., écoutent leurs parents et parlent à leurs parents, leur confrontent. Et donc, ce travail-là, il est en train d'être fait. Mais tant que les dirigeants politiques n'ont pas reconnu la gravité et la profondeur de la question, pris les mesures pour le combattre, des deux côtés, ça prendra du temps. Mais le mouvement a commencé en profondeur. Et je vous dis, il y a des pays où des réactions extrêmement intéressantes, comme j'ai cité le Maroc. C'est le seul que je peux citer d'ailleurs à ce stade, qui sont en train de prendre donc des mesures extrêmement importantes, mais ils savent que c'est un défi important dans leur société. Et enfin, il faut que la question soit surtout portée au niveau de l'Union africaine, débattue publiquement. Et enfin, un autre niveau qui est extrêmement important. Tout le monde sait que le futur continent où la croissance va être la plus forte dans les années qui viennent, c'est l'Afrique noire. Tout le monde sait que vers les années, dans les 2050, plus de la moitié de la jeunesse de la population mondiale viendrait d'Afrique noire. Et donc, ce sont des facteurs lourds. Tout le monde sait que les évolutions démographiques font qu'il y a le vieillissement des sociétés occidentales, etc., qui font que, les sociétés occidentales qui combattent ceux qui rejettent les immigrés vont avoir besoin d'eux, vont les appeler à venir. Mais deuxièmement, une autre évolution extrêmement importante, c'est qu'on est en train de découvrir que donc, le continent africain est un continent riche sur le plan des matières premières et autres, et riche aussi de sa jeunesse. Et donc, toutes les analyses et les rapports des grandes institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire, le PNUD, disent que le prochain continent, il y a quelques années, on parlait de l'Asie, qui va se développer d'une manière forte et où la croissance est déjà la plus forte, c'est le continent africain. Ça veut dire que, les Africains n'enverront plus d'immigrés en Europe, ils n'ont pas besoin de le faire, que les Européens vont venir chercher du travail en Afrique, comme ils le font actuellement. Ce sera une autre phase, les besoins des Africains. Et ils le font actuellement en Angola et au Mozambique. Prenez les vols qui vont en Mozambique et en Angola depuis maintenant des années. Ce sont des jeunes Portugais et autres qui, habillés en cravate, qui vont là-bas chercher du travail. Et donc, ils savent que cette évolution-là va impacter. Mais les pays du Moyen-Orient et les pays du monde arabe, qui sont actuellement tournés culturellement actuellement vers l'Occident, etc., doivent savoir, et leurs économistes doivent le comprendre, le savoir et le démontrer, que leur croissance économique du futur dépendra de leur relation économique avec l'Afrique noire. Certains pays l'ont compris. Il y a certains qui l'ont compris, le Maroc, par exemple. L'ont compris comme le Maroc et la Turquie, qui n'était pas un pays arabe, et ont développé ces stratégies. Ce que je veux dire, c'est que si le cœur n'amène pas les dirigeants du monde arabe à dire ce qui arrive est grave et contraire à nos valeurs musulmanes, leur intérêt à long terme, économique, etc., doit les amener à dire attention, si ce qui est en train de se passer continue, nous allons nous couper du monde du continent africain noir et nous allons avoir des problèmes au moment où l'Occident a conservé ses positions fortes au niveau de l'Occident et dans un contexte où l'Afrique a pris conscience
à la fois de son potentiel immense et du fait de diversifier donc ses rapports, à la fois avec l'Occident, parce que l'Occident, on est lié avec elle par l'histoire et par le sang versé par les soldats africains, mais lié par elle aussi par la géographie. Il ne faut jamais oublier la géographie. On est là, côte à côte. Et donc, il y aura une prise de conscience qui va être beaucoup plus importante, où des changements vont se faire. Donc, le cœur, l'intelligence et l'intérêt matériel et économique doit amener les dirigeants du monde arabe, d'Afrique du Nord et de Libye et autres, à se dire, nous avons une politique suicidaire et nous sommes en train de nous couper de l'Afrique noire. Et donc, nous risquons de le payer cher. Oui, absolument. Alors, aimable auditeur, mon invité, c'est le doyen Doudou Diène, il est président de la commission indépendante d'enquête de l'ONU sur le Burundi. Il a été rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance. Il nous reste 5 minutes par rapport à cet entretien. Doyen, je voudrais avoir votre avis. Comment ça se fait aussi qu'en Afrique, il n'y a pas eu de répercussions, je ne sais pas moi, de violence à l'endroit de ces Arabes-là. Il y a des Africains, des Noirs qui sont violentés dans différents pays et pourtant leurs citoyens ne subissent pas les mêmes violences. Il n'y a pas eu de répercussions, si vous voulez, il n'y a pas eu de vengeance. Et au contraire, le plus souvent, ils sont privilégiés dans ces pays-là. Qu'est-ce que c'est cela? Je ne sais pas s'ils sont privilégiés, je sais que historiquement... non, il y a eu des cas hein. On a eu des cas dans les émissions. Il y a eu historiquement, même à l'époque coloniale, l'Occident et les colons avaient privilégié les Libano-Syriens, etc. Et ce qui a créé quelques préjugés importants. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que les Africains noirs ne font pas de la rétaliation, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ne font pas, n'utilisent pas les mêmes préjugés et la même violence contre les Arabes qui vivent dans leur pays, est un hommage, reconnaissance de la profondeur des valeurs africaines, de convivialité et d'humanité. C'est un des indicateurs les plus profonds de l'humanité africaine. Et donc, moi, j'appelle pour que cette humanité-là soit renforcée et que les Africains, surtout, et il n'y a pas de trace, ne réagissent pas à l'égard des citoyens, parce que les Arabes qui vivent dans leur société ne partagent pas nécessairement les préjugés de leurs citoyens, de leur pays d'origine, même si certains en sont chargés également. Et donc, il faut absolument les intégrer comme Africains, d'abord, et les aider aussi à évoluer, parce qu'eux aussi, dans le monde colonial, on a voulu hiérarchiser entre l'arabe, libano, marocain, etc., et l'Africain noir. Ça a existé. Et ça a eu un impact dans la conscience de certains d'entre eux. Mais la plupart d'entre eux ont profondément intégré les pays où ils vivent. Ils sont ivoiriens, ils sont sénégalais, ils sont togolais, ils sont congolais en profondeur. Et mariés avec des Africaines, etc. Mais c'est là que c'est l'occasion m'est donnée de dire qu'ils ont une responsabilité aussi d'alerter leurs citoyens, leur pays d'origine, leurs frères et sœurs qui vivent dans leur pays d'origine, en leur disant attention, l'image que nous sommes en train de voir ici, nous, au milieu du monde noir africain, elle est terrible, elle est grave. Il faut que vous la rectifiez parce que vous allez perdre à long terme et ce n'est pas conforme aux valeurs de l'islam ou aux valeurs humaines, chrétiennes et autres, quoi. Donc, ces populations-là qui vivent dans le monde africain et qui connaissent ces valeurs en profondeur et ont cette responsabilité aussi d'aider leur pays d'origine, les populations qui vivent dans leur pays d'origine à prendre conscience de la gravité extrême de ce qui est en train de se passer. D'accord. Voilà, alors ce qu'on va faire, je vais prendre monsieur Ba Atigou, le président du parti IDPG, qui vous connaît bien, je rappelle, qui a facilité cet entretien avec vous. Monsieur Ba du côté de Genève, si vous m'entendez, votre micro, je vais l'activer. Bonsoir. Oui, bonjour. Si vous m'entendez d'abord, monsieur Ibrahim Ahmed, vous m'entendez? Je vous entends bien, allez-y. Oui, d'accord. Alors, je voudrais d'abord saluer mon doyen, Doudou Diène. Bonjour, je vous salue aussi, mon frère. Ouais. Voilà, c'est votre petit frère, Papa Atigou de Genève. Oui. Donc, vous remercier d'avoir accepté de venir partager avec nous ce problème qui nous traumatise. Parce que à chaque fois,
et on écoute et on entend, on lit ce qui se passe entre l'Afrique noire et l'Afrique du Nord. Et ça nous met beaucoup mal à l'aise parce que la situation africaine, telle qu'elle était, même à l'époque de ces pires dictatures, n'est-ce pas, et c'est en train de se traverser totalement et échapper au contrôle de la conscience collective africaine. Maintenant, par rapport à ça, moi j'aurais d'abord deux questions politiques à vous poser. C'est des questions internes de l'Afrique noire. Et la première porte sur le doyen Léopold Sédar Senghor, et avec lequel vous aviez dit une fois, j'ai toujours adoré le poète, mais j'ai combattu l'homme politique. Et si nous voyons maintenant, par rapport à votre déclaration, la position de Léopold Sédar Senghor, qui, on le sait bien, n'était pas un politicien professionnel. Il est arrivé quand il y a eu la vague des indépendances, il a essayé lui aussi d'apporter une contribution et tout de suite il s'est retrouvé dans le magma de la vie politique et puis qu'il a révélé comme étant un président alors que les politiciens professionnels tels que le doyen Lamine Gueye ou encore Mamadou Dia étaient là avec tous leurs camarades. Senghor est arrivé, il y a eu cette union avec le Mali, etc., et qui s'est cassé. Le Sénégal est devenu, voilà, ce qu'il est devenu une république à part entière. Mais si on regarde bien le parcours de Senghor par rapport à la situation sociopolitique africaine dans sa globalité, Senghor, c'est vrai, il a eu des problèmes qu'on peut appeler comme ça sur le plan politique, sur le plan économique, sur sa gestion. Mais de l'autre côté, il a fait quand même du Sénégal un havre de paix. Et il s'est arrangé avec les institutions sénégalaises afin qu'il puisse former une nouvelle élite, n'est-ce pas? Et il a assuré une transition pacifique, pas en organisant les élections, mais il a identifié des talents, si on peut le dire ainsi, et il a transféré le pouvoir. Et depuis, personne ne l'a imité excepté Amadou Ahidjo. Il a transféré pacifiquement le pouvoir, il a quitté le pouvoir et il a quitté le Sénégal pour ne pas gêner Abdou Diouf. Et depuis, si on voit, depuis 1965 avec le coup d'État du Togo, et avec, comment il s'appelle, Jules Christ Olympio, et suivi de Modibo Keïta qui dénonçait le franc CFA, l'Afrique a connu des coups d'État énormes. Et ça a bloqué tout son processus. On pensait que c'est les coups d'État qui étaient en fait le facteur déterminant du sous-développement africain. Mais dans les années 90, après l'effondrement de l'Union soviétique, n'est-ce pas, l'Afrique a accepté de s'ouvrir à la démocratie et au multipartisme intégral. Vous, doyen Doudou, vous avez été militant dans l'âme, parce que vous avez connu le racisme, les discriminations depuis le lycée Van Vollenhoven avec vos camarades et vous vous êtes révolté alors que vous étiez très jeune. Vous avez milité pour les indépendances africaines. Vous avez contribué à créer des structures africaines qui ont milité pour les indépendances. Je parlerai par exemple de la FEAMP, où vous avez connu même les Alpha Condé et les Laurent Gbagbo. Mais quand tous ces gens-là sont arrivés, et vous voyez maintenant ce que l'Afrique est en train de traverser, qui, de mon point de vue, constitue aussi une des conséquences de la souffrance de nos parents qui sont en Libye et dans les pays Maghreb. C'est par exemple, l'Afrique est en train d'éradiquer les coups d'État militaires, mais les intellectuels africains qui ont milité avec vous, qui se sont battus dans l'honneur pour défendre l'Afrique, sont en train aujourd'hui de tripatouiller partout les constitutions, c'est-à-dire déplacer les coups d'État civils en coups d'État militaires. Et non, les coups d'État militaires... Les coups d'État militaires en coups d'État civil. En coups d'État civil. Maintenant, voilà ma question, doyen. D'abord, premièrement, par rapport à la vision de Senghor, 40 ans après qu'il ait quitté le pouvoir, personne ne l'a imité excepté Ahidjo.
Et la situation africaine et la transition politique du pouvoir, que ce soit par les élections ou par la transmission du pouvoir, personne ne veut limiter, y compris les civils qui ont été des grands intellectuels et des militants des causes africaines. Est-ce que votre vision relative à la citation que vous avez attribuée à Léopold Sédar Senghor, est-ce qu'elle est toujours valable aujourd'hui? Ou bien ou bien encore l'Afrique doit procéder autrement parce que la situation de la Libye est une conséquence de la vie interne des citoyens des États africains, de l'Afrique noire. Ben, je prendrai la dernière partie de la question pour dire qu'il faut replacer tous ces phénomènes dans le temps long de l'histoire et le temps de mutation profonde. Et je crois qu'il faut avoir une vision qui soit historique et en même temps dialectique et savoir que le continent africain, les peuples africains avancent, progressent. Ils combattent toutes sortes de phénomènes comme d'autres peuples dans le monde et que donc l'Afrique est en train à partir d'héritages extrêmement lourds de l'esclavage et de la colonisation, en train de se reconstruire d'une manière extrêmément profonde et intéressante. Et Senghor fait partie de ceux qui ont joué un rôle parce que, comme vous m'avez cité, moi j'étais militant des étudiants sénégalais. Mon père et ma famille a toujours été socialiste pendant l'époque coloniale. Et donc, même si Senghor est indirectement un parent à moi, nous étions politiquement opposés à lui. Mais, à cause de son rapport avec la France et sa vision du futur des relations avec la France. Mais, le poète m'a toujours profondément troublé. Et vraiment de manière extrêmement profonde et positive. J'aime le poète, voilà, et je le lis, et je continue à le lire. Et c'est précisément ce poète-là qui, sur la question dont nous discutons, donc, du racisme dans le monde arabe et la Libye, a eu cette formule magnifique. Il n'était pas encore entré en politique, en parlant de la trilogie des peuples souffrants. La trilogie des peuples souffrants, il voulait dire le noir, l'arabe et le juif. C'est-à-dire que là, c'était le poète sensible qui, en face de l'histoire de l'humanité et du traitement que certaines races ont fait l'objet, a eu cette belle formule, la trilogie des peuples souffrants, et appelé aussi à leur unité. Et donc, mais en même temps, le fait que Senghor aussi avait quand même sur le plan politique ce rapport complexe là avec la France et le pouvoir français, et qui était marqué culturellement, intellectuellement, profondeur par la France et sa culture, a fait que cette intuition-là de son panafricanisme intellectuel et culturel n'a pas pu se déployer comme il faut. Mais il a fait un acte majeur qui s'inscrira dans l'histoire, dans le temps long. Il a quitté le pouvoir. Quand il s'est rendu compte que peut-être il a dirigé son pays avec les aspects positifs ou négatifs, mais qu'en profondeur, lui, ce qui l'intéressait, c'était la poésie, la culture. Et donc, il savait aussi que la population sénégalaise demandait et autre chose. Donc, il est parti. Donc, et là, il a fait un acte qui n'avait pas, à l'époque, fait aucun continent, aucun chef d'État n'a quitté le pouvoir de manière volontaire. Mais Senghor l'a fait à la fois parce que sa sensibilité interne, sûrement, a toujours été en conflit avec l'homme de pouvoir politique pendant tout son règne, mais il l'a fait aussi, et ça rejoint notre débat d'aujourd'hui, les valeurs profondément africaines et sénégalaises, ces valeurs de teranga, de convivialité, de l'acceptation de la diversité comme richesse, et qui imprègne en profondeur toute la culture sénégalaise, toute ethnie confondue. Et nous n'avons jamais connu de conflit ethnique au Sénégal, et tout notre langage est nourri par cette éthique profonde, et qui est basée par exemple sur cette valeur que les Sénégalais apprennent dès l'enfance. On le dit en wolof, nit nité garabam, ça veut dire l'homme est le remède de l'homme. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire sans l'autre. Et donc Senghor a été nourri par ça. Et c'est ça qui a fait que justement, à mon avis, ça explique également beaucoup l'évolution politique au Sénégal avec ses hauts et ses bas, qui a fait que la démocratie sénégalaise est quand même une des plus, avec ses imperfections, une des plus remarquables actuellement sur le continent africain. Mais je dirais, pour aussi nuancer votre jugement un peu négatif, que dans le continent africain, il y a d'autres leaders, je ne veux pas en nommer
beaucoup, trop. Mais je prends par exemple, en ce qui concerne la question du rapport avec l'Occident, de la question de la dignité, de la gestion de son pays, le président du Ghana, qui devant le président Macron, quand il est venu lui rendre visite, l'a accueilli avec l'hospitalité, la politesse et la dignité africaine. Mais après, dans son discours, il lui a dit, écoutez, nous n'avons pas besoin de vous. Nous allons nous développer d'une manière directe en utilisant nos valeurs et en coopérant avec eux. Ce que les Sénégalais n'avaient pas fait quand Sarkozy a été à Dakar. Quand Sarkozy a osé venir à l'université, donc le lieu d'intelligence des intellectuels, dire que l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire, c'est-à-dire ressortir un des fondements intellectuels de la déshumanisation du noir et de son infériorité, qu'il n'y ait pas eu de réaction immédiate, à mon avis, dans la salle, ça aurait dû avoir lieu, qu'il n'y ait pas eu immédiatement aussi des réactions le lendemain, ni des hommes politiques. Il a fallu qu'au Mali, la présidente, la femme de Omar Condé, Alpha Condé, prenne l'initiative d'inviter des historiens, et avec d'autres, ils ont fait cette réponse intellectuelle majeure qui est de la pédagogie à Sarkozy sur cette question. Et donc, ce que je veux dire, c'est que chaque époque produit ses dirigeants qui sont marqués par leur époque, leur contexte, mais aussi leur propre force et faiblesse. Mais moi, je vois le continent africain avec l'émergence de dirigeants, de jeunes dirigeants et même d'anciens qui ont fait de la politique et qui ont muté, qui sont devenus beaucoup plus progressistes, de nouveaux leaders qui sont à la fois marqués par le panafricanisme, c'est-à-dire une vision globale et continentale du continent, par la question, la sensibilité à la justice sociale et un autre rapport au monde qui n'est plus un rapport de dépendance et d'assistanat, mais d'utiliser donc de diversifier tous leurs rapports, autant avec l'Occident, avec qui l'Afrique a des liens profonds aussi, que la Chine et que d'autres, etc. Et donc nous sommes dans ce mouvement profond-là qui est en train de se passer. Et donc, c'est là que ce qui est en train de se passer en Libye, et comment la manière dont les migrants sont traités dans les pays d'Afrique du Nord, va contre cette tendance lourde, profonde, et risque de la freiner ou de la rendre beaucoup plus complexe et nuancée, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Ba, vous avez rencontré des Africains qui, à cause de l'image qu'ils voient des traitements des Africains, disent qu'ils quittent l'islam. Donc, je veux dire que cette affaire de traitement des immigrés, la vision, le traitement racialisé et violent et méprisant qui est pratiqué dans un certain nombre de pays, pas dans tous les pays de la même manière, est littéralement en train de casser cette dynamique d'un approfondissement global du panafricanisme dans une nouvelle forme. Mais le mouvement est parti, il est profond. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Atigou, du côté de la Suisse. M. Ibrahim Ahmed, juste oui, allez-y. Oui. Au panafricanisme, comme on a la chance d'avoir le doyen Doudou. Doyen Doudou, il y a aussi une petite question. Elle porte sur le leader Muammar Kadhafi lui-même, qui avait, comme vous le savez, pris le pouvoir en 1969 en renversant la monarchie. Mais tout de suite, il s'est mis à utiliser les richesses naturelles de son pays, notamment le gaz et le pétrole, pour bâtir des infrastructures, pour aussi améliorer les conditions de vie et d'existence de ses compatriotes. Il est allé jusqu'à offrir l'eau gratuitement, et les soins de santé, et l'électricité, etc., etc. Et au-delà de ça, il a aussi milité pour l'Afrique. Parce que de tous les Arabes que nous connaissons, bien que la plupart d'entre eux étaient des Africains convaincus, mais Muammar Kadhafi est allé au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et il a contribué à la mise en œuvre de plusieurs projets africains. Je ne vais pas les citer tous ici. Nous connaissons quand même l'OIA qui était fondée en mai 63 et était arrivé à un moment où les objectifs étaient presque tous atteints. Il fallait réactualiser cette structure et la redonner un nouveau souffle, et on a obtenu, pas avec Kadhafi seulement, mais avec tous les panafricains, une nouvelle structure qu'on appelle l'Union africaine. Au-delà de ça,
il y a eu ces problèmes des satellites africains. Monsieur Bahategou, je vais vous bousculer un peu parce que nous tournons vers la fin de la partie. Voilà, allez à la question, je vous prie. Oui. D'accord. Doyen, voilà la question. Vous avez compris tout ce que je voulais dire. Oui, j'ai compris. Je pourrais répondre parce que j'ai touché à la question au début de notre conversation. Oui, je pose la question, Doyen. Doyen, ce que je voudrais vous demander, c'est qu'est-ce que vous pensez de la problématique et les perspectives d'avenir des institutions africaines qui sont, de mon point de vue, complètement défaillantes. Ok. Allez-y, Doyen. Bon, ma réponse est d'abord sur cette question, c'est de dire que les institutions d'État sont une construction à long terme, et notamment les institutions démocratiques. Mais moi, j'ai une vision beaucoup plus optimiste, et je pense que la majorité des pays africains sont en train de construire actuellement des institutions d'appareils d'État solides et modernes, et de plus en plus d'institutions démocratisées, parce que la population bouge, se révolte, et il y a des changements. Et donc, je suis extrêmement positif là-dessus. C'est une des raisons pour lesquelles les changements sont en train de se passer sur le continent africain d'une extrême profondeur et les dirigeants sont interpellés. Mais la manière dont l'indifférence ou le silence des dirigeants africains sur le racisme et les violences dont font l'objet les immigrés indique quand même que ces dirigeants-là encore ont long chemin à faire, parce que le panafricanisme ne peut pas être seulement un concept idéologique qu'on utilise comme ça, comme un mantra. Ça veut dire qu'au cœur du panafricanisme, il y a la valeur de solidarité, et solidarité veut dire pratique de solidarité et de rapport entre les êtres humains, ce que toute la question des immigrés remet en question. Maintenant, pour Kadhafi, je dois vous dire que j'ai une vision beaucoup plus dialectique et nuancée. Je salue l'homme qui s'est révolté contre un pouvoir féodal pour prendre le pouvoir au Libye, instituer une société moderne. Et je salue aussi, il faut le dire, quelque part, plus que dans beaucoup d'autres dirigeants arabes et du Maghreb, une certaine sensibilité africaine. Parce que même sur le plan symbolique de la vesture, quand je n'ai vu aucun autre dirigeant du monde arabe comme Kadhafi mettre des vêtements africains, etc., c'était des signes. Mais en même temps, sa vision politique sur le continent africain était gangrénée par deux facteurs. Un, l'utilisation de l'argent et du pouvoir de l'argent, non pas pour amener les pays africains à se libérer de manière interne et à construire des sociétés justes, mais amenant les dirigeants africains et les sociétés africaines dans leur rapport avec l'Occident. Kadhafi n'a pas plaidé ou combattu pour que les sociétés africaines soient des sociétés socialement plus justes. Et en utilisant l'argent pour conforter certains dirigeants, etc., il a littéralement aussi conforté la culture de corruption et de violence qui a existé dans un certain nombre de pays. Et aussi, il ne faut jamais oublier le rapport de Kadhafi avec le Tchad, sur la bande d'Aouzou, quand la Libye a voulu s'accaparer cette partie-là. Et donc, il faut le nuancer. Il a tous ces éléments-là historiques importants, mais il y a également, et aussi il était issu d'une société où il savait que le préjugé existait. Bon, et Kadhafi, à moins que je me trompe, je ne l'ai jamais entendu tenir un discours sur la gravité du racisme dans le monde arabe et dans son propre pays et de le combattre. Mais il y a d'autres aspects nationalistes qui ont séduit la jeunesse africaine et que Kadhafi a pratiqué. Donc c'est comme Mandela. Il faut le juger dans le temps long avec la part d'ombre et de réussite positive, etc. Mais je conclurai sur ce plan-là à la lumière de votre question en disant que globalement, je comprends votre sensibilité, votre révolte, mais regardez le continent africain d'où il vient, regardez où il se situe maintenant, regardez également la manière dont le continent africain est en train aussi les intellectuels africains sont debout, hein, ils sont debout. Ils écrivent, analysent, déconstruisent, dénoncent les concepts, mais ils le font dans la solitude, dans le non-appui par leur gouvernement politique et dans l'absence de moyens pour le faire. Mais ils le font.
Et d'autres le font aussi au niveau des médias, etc. Donc nous sommes dans ce mouvement profond-là qui est en train d'amener des transformations et l'espoir, ça se trouve donc au niveau de la jeunesse africaine. La jeunesse africaine dans tous les pays africains est profondément panafricaniste. Profondément panafricaniste. Pour eux, le nom, et quand vous écoutez les artistes du continent, chanteurs et autres, quel que soit le pays, le mot de l'Afrique mère revient comme ça fort. On n'a ça dans aucun autre continent. Disons, ça veut dire que cette culture. Voilà, je m'excuse, je dirais les auditeurs, on a perdu notre invité, le doyen Doudou Diène, qui était en ligne depuis la France. Voilà, ce qu'on va faire, on va aller à une pause. Nous tendions dans tous les cas vers la fin de cette partie. Nous allons essayer de l'avoir au téléphone, certainement, probablement, s'il a possibilité de faire une conclusion. Sinon, nous allons enchaîner dans la seconde partie de l'émission. Je rappelle, dans la seconde partie, nous allons avoir depuis l'Angola, l'un des membres du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Vous êtes sur Africa Midi. Okay. Master? 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 Yes. Please. Yes. Come. Good morning. And you're in the star in the colony, Europia. I've been around this here and the father and the Sunday too. Oh, Mumatima. Somebody? I told him I'm picking the red. I run the father and the leg in the father morning. Yo, Kabakudu. Yeah. Yeah, and the Sunday too. Yes. Mumatima. Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur. Thank you. Donc, Sandito a fini que Nassit Nana, opérateur Yoli l'Afrique B, est un homme unité de Zambadema. Plus vite. Il faut que cela cesse. Nous avertissons tout le monde. Nous ne sommes contre aucun parti. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes au-dessus des partis aujourd'hui, en ce jour. Mais nous avertissons aussi que nous nous battrons contre qui que tu sois qui n'agit pas bien pour l'intérêt du peuple de la Guinée. Ce qui s'est passé en Libye avant 2011, la Libye avait un président qui était bien, qui était panafricaniste et tout ça. Et nous savons très bien aussi que cette intervention il y a une résolution au niveau de l'ONU, il n'était pas dit il fallait évincer Kadhafi, mais c'était pas ça, mais ça a été complètement dénaturé. Voilà, au lieu de nous appeler, n'est-ce pas, et discuter avec nous, il nous traite, n'est-ce pas, de sauvages, n'est-ce pas, de bêtes sauvages, n'est-ce pas, de rebelles. Au lieu de nous appeler. Ces rebelles-là. L'histoire des peuples et des continents dans le temps long de l'histoire et dans les dynamiques de transformation et d'évolution, avec des régressions et des avancées. Moi, je pense qu'actuellement, la dynamique actuellement est en train de donner au continent africain une place particulière, pas seulement sur le plan économique, mais j'étais en train d'analyser la manière dont le néolibéralisme a littéralement déshumanisé une partie de la société occidentale, dominée par le marché littéralement, qui aboutit à des sociétés de solitude, d'isolement, etc., où violence et sexe constituent Eros et Thanatos et la mort des valeurs extrêmement profondes. Et je pense que le traitement des immigrés est un indicateur de cette déshumanisation, et la montée de l'extrême droite qui base sa plateforme politique sur une hiérarchie raciale, etc., et le rejet de l'altérité, tout cela montre un indicateur de crise morale profonde, civilisationnelle. Et paradoxalement, mon analyse est que ce sont les immigrés qui sont dans ces pays et qui ont été amenés là pour des raisons purement économiques,
mais qu'après leur exploitation économique, ils ont commencé à exprimer leur identité culturelle et religieuse, et qui a créé donc ces réactions de résistance et de xénophobie. Ce sont précisément ces immigrés qui vont insuffler une nouvelle vision humaniste aux sociétés occidentales. Je vous en donne simplement deux exemples. Oui. J'ai cité tout à l'heure la manière dont le clivage et la divergence et la coupure entre Africains et Arabes qu'on constate actuellement est en train d'être dépassée par la jeunesse africaine et arabe dans les grandes banlieues des grandes sociétés occidentales. Oui. Une solidarité profonde et construite. Mais j'irai plus en profondeur. Les immigrés maintenant ont compris qu'ils étaient amenés là comme force de travail, mais qu'ils avaient à exprimer leur humanité et leur identité culturelle et religieuse. Et ils le font de manière de plus en plus profonde et visible. Ça se trouve dans tous les signes, cuisine, tout ce qu'on veut, mais ça touche aussi à des changements profonds qui ne sont pas visibles. Je vous en donne un exemple. Si vous regardez dans les rues de Paris ou de Londres ou de Rome, qu'est-ce que vous voyez le matin? Vous voyez les enfants, surtout dans les classes, dans les quartiers bourgeois, Oui. qu'on amène à l'école, qui les amène à l'école? Ce sont des femmes africaines ou arabes, beaucoup Oui. africaines, Oui. qui prennent la main des enfants, les amènent à l'école. Qui les ramènent de l'école? Ce sont elles. Qui dans l'après-midi promènent les vieux, même Oui. dans les quartiers Oui. opulents, Oui. ils sont enfermés dans de beaux appartements, mais coupés de leur famille qui les ont abandonnés là, qui les promènent et leur parlent? Ce sont des femmes africaines et arabes. Ça, c'est une mutation extrêmement profonde et silencieuse. Ça veut dire que le système néolibéral a littéralement amené la famille occidentale à littéralement à se déshumaniser d'une certaine manière, Oui. de couper les parents de leur responsabilité à l'égard des enfants, et que ceux qui sont en charge maintenant des deux âges les plus sensibles de la société, c'est-à-dire l'enfance et la vieillesse, ce sont les femmes africaines et s'occupe d'eux. du Moyen-Orient. Ah ouais. Et ça veut dire Ouais. ce sont des femmes qui étaient considérées comme inférieures selon la vision du passé, mais et qui sont maintenant en charge de ces deux branches-là, des sociétés, l'enfance et la vieillesse. Donc, ce n'est qu'un signe d'une mutation profonde qui s'accompagne maintenant du fait que les immigrés, sur le plan artistique, intellectuel, de la création de toute nature, sont en train de s'exprimer en Occident. D'accord. D'une manière profonde, en bousculant la hiérarchie esthétique de l'Occident, en y amenant l'éthique qui vient du monde africain. Vous prenez le fait qu'on ait amené un sculpteur sénégalais, Ousmane Sow, exposé Oui. au Pont des Arts pendant longtemps. Regardez comment les artistes africains sont en train de monter. Regardez les CAM qui viennent de se passer. Pendant longtemps, les Africains étaient absents. Maintenant, les films dont on parle le plus, parmi ceux dont on parle le plus, il y a des films faits par des Africains, africaines, et des descendants d'Africains. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce sont, à mon avis, c'est ma théorie, mais elle est basée sur une analyse solide. D'accord. Ce sont les descendants d'Africains qui sont en train, dans l'hostilité, la difficulté, la violence, de transformer les sociétés occidentales et de les déshumaniser. Bien. Bien, merci beaucoup, hein, Doyen. Vous savez, Doyen, ce qu'on va faire, j'espère que vous allez nous accorder d'autres interviews parce qu'il y a une avalanche de commentaires. Il y a beaucoup de gens qui voudraient poser des questions, mais on est arrivé déjà, on a déjà dépassé le temps qui était prévu pour cette partie. Nous reviendrons vers vous, certainement, pour pouvoir traiter d'autres questions. Ce sera avec plaisir. Merci, M. Alors, ce que je souhaiterais, comme bon, je n'ai pas préparé de notes ni rien, comme d'habitude, je voulais simplement, en sincérité, partager des idées avec vous. Oui. On peut débattre, hein, ce sont des idées à débattre, avoir vraiment l'enregistrement ou la transcription. Absolument. Ça, vous l'aurez. Vous l'aurez sans faute. Sans faute. Si vous avez la transcription, c'est encore meilleur parce que je pourrais le corriger, j'aurais comme ça la tête. Mais parce que là, vous m'avez poussé quand même à creuser un certain nombre de choses et ça m'a beaucoup plu. D'accord. Et donc, je fais le ramadan. Hein. Ah, vous êtes plein d'énergie. Hein. Vous êtes plein d'énergie. Ah oui, ça. Et vous savez, quand vous faites le ramadan, ça ouvre votre esprit, hein, c'est ça, de manière très mystérieuse. Hein. Exactement, exactement, c'est ça l'esprit. Merci beaucoup, Doyen. Donc, vous avez mon email, vous m'enverrez la transcription ou l'enregistrement. Et mon frère à Genève, donc, je viens à Genève donc fin juin pour présenter un rapport sur le Burundi avec mes collègues. J'espère te voir. Monsieur Atigo, hein, il est là. Voilà, à bientôt. Oui, bien. Merci.
Et vous me direz s'il y a des réactions même. Hein? Il n'y a pas de souci, je vous ferai le point, doyen. Ça va, parce que j'aime bien le débat, j'aime bien. Ok. Allez, que Dieu vous garde, portez-vous bien. Merci beaucoup, doyen. Merci, à bientôt. Voilà, mes auditeurs, gardez l'écoutant. Je vous reviens demain l'autre. Ce sera dans la seconde partie avec le FNDC du côté de l'Angola, l'un des membres de ce mouvement. Bam, bam,